Bonsoir à toutes et à tous. Bon, je vais continuer l'introduction et redire certains éléments. Pierre Charbonnier, vous êtes agrégé et docteur en philosophie, actuellement chargé de recherche CNRS à Sciences Po, au Centre d'études européennes et de politique comparée, ce qui a de l'importance pour expliquer l'attention que vous portez aux relations internationales et à la géopolitique de l'écologie. Après un premier livre en 2015, La fin d'un grand partage, sur l'histoire de l'anthropologie sociale et des critiques apportées au dualisme du naturel et du social, vous développez depuis 2020, Abondance et liberté, une histoire environnementale des idées politiques et non une histoire des idées environnementales qui se concentrerait sur le corpus écologiste. Donc vous revenez à des textes classiques pour en montrer la matérialité, la dépendance à notre système Terre aussi. Vous montrez les liens matériels dont dépendent donc nos idées et théories politiques, comme celle de liberté, en revenant à un corpus philosophique classique comme Grotius et Locke, et en montrant que certaines représentations de la liberté dans le contrat social moderne se sont fondées sur l'idée de ressources illimitées à disposition. Dans le livre dont nous allons parler ce soir, Vers l'écologie de guerre, une histoire environnementale de la paix, paru en 2024, vous montrez les liens matériels dont dépend notre conception de la paix depuis la Seconde Guerre mondiale, et vous soutenez cette thèse d'apparence paradoxale. Alors que la guerre est un moment de restriction des économies, qui se concentre sur certains pans productifs, ce sont les moments de paix qui permettent l'expansion illimitée des forces productives, l'expansion de la consommation et de la production, ces forces ayant été développées en temps de guerre. Et cela a pour conséquence que c'est en temps de paix que nos systèmes productifs consomment le plus de ressources, d'énergie fossile, et émettent le plus de gaz à effet de serre. La paix est alors plus dangereuse que la guerre pour la nature et le climat. C'est cette thèse paradoxale que vous soutenez. Donc peut-être pour commencer, pouvez-vous nous expliquer cette thèse paradoxale? Vous concédez que les guerres ont un coût écologique, qu'elle consiste en une destruction de matière, destruction d'infrastructures, et que certains États ont fait la guerre pour acquérir des ressources fossiles, notamment dans le cas états-unien. Et aussi une question méthodologique peut-être pour soutenir cette thèse. Vous situez votre thèse dans la situation géopolitique de l'après-45 et dans le monde actuel de post-2022, après l'invasion en Ukraine. Donc est-ce que cette thèse que vous défendez, elle est uniquement contextuelle dans notre époque, ou pourrait-on l'élargir peut-être plus largement à tout processus de pacification en général ? Merci à tout le monde pour les introductions et le protocole. Merci pour la présentation et la question. Bonsoir tout le monde, merci d'être là, je suis ravi. Alors oui, bon, commençons effectivement par le commencement, en tout cas en ce qui concerne le commencement de ce livre. Moi, ce qui m'intéresse en fait dans mon travail de chercheur, de philosophe, ce sont des dilemmes. Ce sont des questions douloureuses qui n'ont pas, ou généralement pas, de réponse univoque. C'est comme ça que j'avais travaillé dans le livre précédent, Abondance et liberté, en essayant de confronter en fait, le contenu matériel de notre aspiration à la liberté aux limites écologiques, planétaires, que nous sommes en train de rencontrer. L'idée étant, bon, si la pleine réalisation de la liberté était spontanément et totalement compatible avec les limites planétaires, nous n'aurions aucun problème. Mais il se trouve que nous en avons un, et nous en avons un en raison de quelque chose à quoi nous tenons, la liberté, et pas spécialement en raison de quelque chose que nous détestons. Je ne sais pas, le capitalisme par exemple. Donc là, les choses deviennent plus compliquées et prennent la forme d'un dilemme. J'ai fait un petit peu la même chose avec la question de la guerre, de la paix, ce qui nous amène à un autre dilemme, à une autre question qu'il est difficile en fait de résoudre de manière extrêmement confortable. Et ce dilemme est celui effectivement que tu as résumé, et qui en fait, quand on le regarde en face, en fait n'a rien de spécialement provocateur ou contre-intuitif. C'est juste totalement évident. La période historique qui correspond à la démultiplication extrêmement spectaculaire de la consommation de ressources, alors, essentiellement les ressources énergétiques qui nous posent problème aujourd'hui, mais il n'y a pas que ça, l'eau, des pesticides, des fertilisants, etc., etc. Cette période-là
on peut la localiser très facilement dans l'histoire, hein, quand on regarde des graphes qui représentent les volumes de consommation énergétique dans l'histoire. C'est ce que l'historien appelle la grande accélération. Le décollage, c'est après la Seconde Guerre mondiale. C'est pas après la Première Guerre mondiale, c'est pas en 1880, c'est pas en 1815, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Donc, il y a la question pourquoi, hein, pourquoi cette conjonction en fait entre la fin d'un conflit mondial et cette explosion, cette grande accélération? Et qu'est-ce que ça nous dit ou qu'est-ce que ça nous demande de dire sur les rapports entre la paix, et alors pas n'importe quelle paix effectivement, cette paix-là, par exemple c'est pas le cas de la paix après 1918, c'est pas le cas de la paix après n'importe quelle autre guerre en réalité. Qu'est-ce que ça nous dit de ce moment-là et qu'est-ce que ça nous dit plus profondément des opérations qui ont été choisies d'un point de vue politique et technologique pour essayer de prévenir la déflagration de la violence dans les sociétés modernes? Alors, pour comprendre ça, il y a un concept que j'emprunte à un collègue américain. Il appelle ça carbon peace, la paix de carbone. C'est une notion très, très commode pour décrire ce qui effectivement s'est passé à la fin des années 40, au début des années 50. L'idée que pour que la France et l'Allemagne ne se fassent plus jamais la guerre, pour que le fascisme ou le totalitarisme, même si c'est une catégorie compliquée à utiliser, ne refasse plus jamais surface, il faut, en quelque sorte, pleinement déployer les capacités productives des énergies fossiles, donc interconnecter les ports, les villes, les usines par des terminaux qui permettent d'approvisionner du charbon, du pétrole et un petit peu plus tard, plus massivement, du gaz. Donc les infrastructures fossiles jouent un rôle absolument déterminant dans le règlement, non pas diplomatique, mais disons géopolitique et économique du second conflit mondial. La reconnexion de l'économie politique japonaise au système mondial, notamment, le règlement du différend intra-européen par la communauté européenne du charbon et de l'acier, dans ce que Schuman appelait un pacte de solidarité appuyé sur des infrastructures techniques. Tout ça, c'est une histoire qu'on ne raconte pas très souvent, mais qui pourtant, quand on fait de l'histoire environnementale ou de l'histoire des techniques, est assez manifeste. Il y a de très très nombreux documents historiques, recherches sur la question, qui permettent de faire remonter à la surface ce lien étrange entre la combustion d'énergie fossile et donc la paix, cette paix de carbone. À bien des égards, alors, on peut dire à de nombreux égards, nous ne vivons plus dans l'après-guerre. L'économie politique mondiale de Bretton Woods s'est largement effondrée, la guerre froide est terminée, etc., etc. Mais nous vivons encore dans l'après-guerre à cet égard, dans le sens où, c'est bien pour ça que nous avons une impasse climatique, dans le sens où on a bien du mal à conserver des relations internationales stables, c'est-à-dire des relations internationales à l'intérieur desquelles personne ne veut totalement renverser le jeu géopolitique, en tout cas jusqu'en 2022. Parce que précisément, le statu quo géopolitique est fondé, tenu, contraint, mais aussi limité bien entendu, par ces infrastructures fossiles. Ça veut dire que cette paix que nous aimons, parce que c'est ce qui fait que notamment l'Europe est en fait l'essentiel de l'hémisphère nord, on pourra parler plus tard de l'hémisphère sud, bénéficie d'un haut niveau de stabilité géopolitique. Donc, ce qu'on aime tient à quelque chose que nous ne pouvons plus aimer, parce que ça détruit la planète. Donc cette paix de carbone, c'est aussi une paix insoutenable, et le dilemme dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, c'est de substituer à des infrastructures de paix non soutenables des infrastructures de paix soutenables. La question s'ouvre de savoir lesquelles. D'autres questions s'ouvrent. Pourquoi cette paix-là, hein, pourquoi c'est le choix qui a été fait? D'où vient cette idée? Quelles étaient d'autres idées possibles? Mais ça, je ne veux pas préempter la suite de la discussion. Merci beaucoup pour cette première réponse. Une question encore, peut-être pour comprendre cette thèse. Dans votre livre, et là vous l'avez recité aussi, vous précisez souvent que finalement le capitalisme participe à l'impérialisme, que donc le capitalisme participe à la guerre pour les ressources, mais que ce n'est pas
le facteur principal. En fait, vous faites une hiérarchie en disant que la géopolitique nous est plus utile pour comprendre ce qui se passe actuellement dans la consommation des énergies fossiles et dans nos infrastructures de paix que le capitalisme. Et ça, je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens dans la salle parce que dans l'écologie actuelle, parfois on cible explicitement le capitalisme. Et j'aimerais savoir comment vous justifiez finalement que ce soit plus l'impérialisme que le capitalisme, parce que certains pourraient dire que l'impérialisme c'est un des bras armés du capitalisme, mais que c'est pas... Enfin voilà, comment on justifie qu'il y a un facteur causal plus fort que l'autre? Oui, alors, bon, ça c'est un débat, en fait, historiographique, théorique, absolument monumental. Des bibliothèques entières ont été écrites pour discuter de ces questions, et je ne prétends absolument pas régler des différends théoriques aussi massifs. Par contre, je pense que... alors, et je ne prétends pas non plus récuser le potentiel analytique et politique de la notion de capitalisme. Le problème est que cette notion, en fait, embrasse des réalités économiques et historiques extrêmement larges. L'économie politique capitaliste, disons, exerce un rôle régulateur hégémonique sur la planète depuis la moitié du 19e siècle, disons, en partie parce qu'il a eu une dimension impériale aussi, mais, et c'est le cas jusqu'à aujourd'hui. On peut dire aussi que la période durant laquelle une économie politique alternative au capitalisme, c'est-à-dire essentiellement le bloc de l'Est durant la guerre froide, enfin avant et durant la guerre froide, n'a pas été beaucoup plus soutenable que l'est aujourd'hui le capitalisme. Donc là aussi, il y a un problème. Et puis surtout, l'histoire du capitalisme est marquée par des discontinuités historiques extrêmement importantes. Il y a notamment des périodes de capitalisme en fait, de libre marché, très ouvert, précisément fondées sur l'idée que l'interconnexion entre les marchés est garant de stabilité. Ce qu'on appelle parfois les dividendes de la paix. C'est-à-dire, si on échange des marchandises, des biens, on n'a pas intérêt à se faire la guerre parce qu'on coupe les circuits commerciaux et on s'appauvrit. Ça, c'est la grande thèse du libéralisme anglais classique, free market. Et cette thèse-là, moi, je ne lui attribue ni un caractère de vérité, ni un caractère d'erreur. Il y a des périodes où elle a eu des effets stabilisateurs et d'autres où ça a été absolument le contraire. Et puis, il existe un autre capitalisme, par exemple, qui a été à pleine puissance dans la période d'entre-deux-guerres, un capitalisme en fait où on a des grands silos impériaux quasiment fermés sur eux-mêmes. Le cas type du capitalisme de silo impérial fermé, c'est celui de l'Allemagne du Troisième Reich, qui est une variante du capitalisme, véritablement, et qui lui assume le fait que la terre étant finie, limitée, il faut faire la guerre à ses voisins pour accéder à plus de ressources. Donc c'est pour ça que capitalisme, très bien, mais on peut dire les variantes de l'économie politique capitaliste qui sont commandées par des impératifs d'ordre géopolitique, c'est-à-dire comment on se partage la terre en fait, il n'y a qu'une seule terre pour tout le monde, comment on se la partage, comment on cohabite, ça c'est extrêmement important. Donc c'est pour ça que je dis, regardons l'histoire impériale, l'histoire des inégalités mondiales en fait, regardons l'histoire du capitalisme, pas de problème, regardons l'histoire de la technologie évidemment, mais regardons aussi ce qu'il y a d'absolument spécifique dans l'histoire de la géopolitique, parce qu'il y a un déterminant qui est, on peut dire quasiment axiomatique dans l'histoire du pouvoir politique, depuis la révolution industrielle, c'est que pour soutenir une entité souveraine qui se protège, qui fournit de la sécurité à sa population, qui accessoirement entretient une armée et est capable de se défendre, il faut de l'énergie. Il faut du charbon, il faut du pétrole, il faut du gaz, il faut des infrastructures, il faut des machines. Et l'une des raisons principales, encore une fois, pour lesquelles il est si difficile de renoncer à ces énergies-là, et pourtant nous avons besoin de ce renoncement, c'est que si on y renonce, on pourrait dire trop tôt, c'est un déficit stratégique absolument monumental. C'est en réalité un sacrifice. Ce n'est pas tant le mode de vie en fait qui pose problème, c'est le coût porté à la capacité d'offrir de la sécurité à sa population et de défendre des intérêts stratégiques qui est trop important pour qu'il puisse être réalisé par des entités souveraines dont une des missions fondamentales, que nous le voulions ou non, est de fournir cette sécurité. Et le grand paradoxe auquel on arrive là aussi, si on veut continuer à réfléchir en termes de dilemme,
c'est que les énergies fossiles, dont pétrole, enfin charbon, pétrole, gaz, on peut les décrire, si on est économiste, on peut les décrire comme des forces productives. Et ce sont des forces productives. Ça sert à faire tourner des usines, à faire avancer des voitures, à se chauffer, etc., etc. Ok, ça produit de la richesse. Mais à partir du moment où on se rend compte que ce sont des forces de destruction aussi, donc forces productives, forces destructives, quasiment des armes en fait, enfin, ou quasiment, le quasiment est trop en fait, ce sont aussi des armes, alors là on a un énorme problème. Et aujourd'hui, beaucoup en fait, d'institutions de sécurité, d'organes de défense, d'institutions militaires, etc., un petit peu partout dans le monde, et notamment au Pentagone, sont complètement saisies par ce dilemme. Elles ont besoin de ces énergies pour faire tourner leur dispositif, en fait, on peut dire militaro-industriel, quoi. En même temps, étant en charge de la sécurité et reconnaissant que le climat est une menace sur la sécurité, elles ont bien aussi conscience de ce problème. Mais on en reste au dilemme pour l'instant. Donc, force de production, force de destruction. Pendant très longtemps, on a, tout en connaissant la dimension destructive de ces énergies, leur caractère protecteur a été privilégié. C'est un calcul stratégique tout bête. Hein. Qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd si on change de modèle énergétique? Aujourd'hui, ça vacille un petit peu. L'ampleur du risque climatique est potentiellement la capacité à choisir d'autres technologies, d'autres moteurs, d'autres infrastructures. Alors, ne vous méprenez pas, on est encore loin d'avoir fait shifter, si on peut dire, hein, les institutions militaires. Hein. Mais le dilemme est compris. Donc, la question des rapports entre la violence, la souveraineté, les énergies est une question extrêmement profonde, notamment depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, plus encore aujourd'hui, et elle a aussi des racines historiques plus anciennes. Oui, merci beaucoup. Et c'est ce qui vous conduit à la thèse de cette écologie de guerre dans laquelle on serait. Donc une thèse pour lire la gouvernance mondiale du climat. L'écologie au sens d'un projet de sobriété et de réduction de la consommation des ressources s'insère à présent dans un projet géopolitique où certains États tentent d'être moins dépendants d'États ennemis, comme l'Allemagne actuellement vis-à-vis de la Russie depuis la guerre en Ukraine. Et donc c'est ce que vous appelez l'écologie de guerre, où des intentions géopolitiques, donc les sanctions économiques par exemple au régime russe, convergent avec l'impératif climatique de décarbonation pour l'accélérer et de sobriété. Et donc cette écologie de guerre va de pair avec un réalisme climatique que vous défendez contre une forme d'idéalisme. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer ces deux thèses, développer cette écologie de guerre et peut-être en nous précisant aussi à quelle explication alternative de l'écologie cela s'oppose et finalement quels sont vos adversaires théoriques et pratiques? Oui. Alors, l'écologie de guerre. Donc, vous avez compris, hein, un des éléments très profondément structurants de la période qui va de 1945 à, on peut dire 2022, si on accepte cette périodisation, c'est en fait l'ancrage de la puissance politique et de la souveraineté dans la mobilisation des énergies fossiles. Ok. Alors, ça a plein d'effets, comment dire, stabilisateurs pour les régions du monde qui arrivent à nouer cette équation. Pour celles qui n'y arrivent pas, Moyen-Orient typiquement et tous les pays en développement, ça ne marche pas, évidemment. Hein. Bon, mais c'est quand même l'équation qui prédomine. Donc pour se protéger, il faut de l'énergie. En d'autres termes, d'un point de vue climatique, pour se protéger, il faut détruire la planète. C'est très compliqué. Il y a vraiment une contradiction dans la notion de protection là. Bon. Au début des années 2020, et notamment en 2022, avec l'invasion de l'Est de l'Ukraine par l'armée russe, quelque chose de nouveau se produit. C'est-à-dire que l'Europe, qui avait utilisé la stratégie de la paix de carbone par rapport à la Russie, en ouvrant des gazoducs, c'est-à-dire en créant une interconnexion énergétique entre les usines allemandes, hein, principalement, et les bassins de production de gaz et de pétrole russes, en espérant que ça maintiendrait un statu quo géopolitique d'un côté et de l'autre de la frontière qui est un peu abstraite, cette stratégie s'est avérée perdante parce qu'en réalité, ce que faisait la Russie avec Nord Stream, hein, c'est le nom du gazoduc, c'est exactement l'inverse, c'est
utiliser, il y a un terme en anglais qui s'est un peu répandu, c'est weaponize, hein, enfin arsenaliser, on dit en français, même si c'est pas génial, arsenaliser une interconnexion énergétique, précisément parce qu'en cas d'invasion, c'était censé neutraliser les capacités de rétorsion de l'Union européenne, et de l'Allemagne en particulier. Donc à ce moment-là, l'Union européenne dit non, non, on va... Alors, en fait, en réalité, on ne l'a pas réellement fait. On a dit que nous le ferions. On va fermer le gazoduc. Enfin, le gazoduc a été fermé, mais le gaz est passé par d'autres vecteurs. On va fermer le gazoduc. On va couper l'interconnexion, l'interdépendance énergétique, arrêter de financer l'État russe, et donc sa guerre, pour protéger l'Ukraine, et ce faisant, protéger aussi le climat, parce que efforts de sobriété, de transition, d'électrification, etc. Ça, c'était le plan. Et à ce moment-là, réfléchissant à ce qui se passait à l'hiver, à la fin de l'hiver 2022, j'avais, un peu par hasard, eu l'idée de cette expression d'écologie de guerre, hein, parce que ça voulait dire, en fait, on embarque les politiques climatiques dans des politiques de sécurité, et réciproquement, les politiques de sécurité dans des politiques climatiques. On fait converger soutenabilité et sécurité pour l'Union européenne. Bon. Je pense que c'était un excellent plan. C'était un excellent plan, enfin d'ailleurs, bon, il y a toute une histoire aussi, peu importe. Ça correspond à un revirement quand même sensationnel de l'équation entre énergie, sécurité, souveraineté. Au lieu de dire qu'on rentre dans une escalade hein, de mobilisation d'énergie fossile pour garantir sa sécurité, à côté de l'escalade disons, nucléaire, c'est l'inverse qui se produit. On désescalade, on utilise moins d'énergie, d'autres énergies, précisément parce qu'on se rend compte que la dépendance dans laquelle on se trouve, et qui est essentiellement marquée pour l'Union européenne, qui est structurellement dépendante d'importations énergétiques, encore une fois, depuis la Seconde Guerre mondiale, hein, et encore plus depuis la crise de Suez, que cette dépendance-là est un défaut de souveraineté et est en même temps un facteur d'inaction climatique. Donc, ce n'est pas une solution qui a été trouvée, c'est une idéologie ou on peut dire un cap fixé, une orientation. Malheureusement, il n'a pas été totalement implémenté parce que c'est objectivement très difficile de se passer de gaz en Europe quand on ne veut pas complètement saborder la productivité de l'industrie allemande et provoquer en cascade des effets politiques et sociaux désastreux, même si ces politiques, ces effets en cascade en partie désastreux, on les voit quand même. Donc, on rentre en écologie de guerre. Alors, et ça c'est un phénomène mondial. Hein, le plan IRA américain monté au moment de l'élection de Joe Biden, donc là on est en 2020, c'est à peu près la même chose. C'est une politique qui se présente comme une politique en fait, de subvention fédérale aux énergies renouvelables pour protéger la classe moyenne américaine contre la compétition de la Chine dans les filières de green tech. Et donc, on fait, encore une fois, converger une politique de transition et une grande stratégie géopolitique qui assume qu'il y a une rivalité avec la Chine sur les filières de transition. C'était le plan initial du Green Deal européen aussi, qui a été en fait, relancé au moment de la guerre en Ukraine. Ça a été rebaptisé Repower EU à ce moment-là. Puis plus récemment, Green Industrial Act. Bon, il y a plein c'est un panel législatif monumental. Les 14e et prochainement 15e plans quinquennaux chinois sont conçus un petit peu de la même manière. Préserver, soutenir, faire avancer l'indépendance, la souveraineté, l'innovation du pays sur la base de la conquête en fait, des filières productives en principe compatibles avec les engagements climatiques. Donc les grandes puissances de ce monde rentrent en écologie de guerre. Le problème, c'est que faisant cela tout en même temps, elle entre en compétition pour des objectifs stratégiques qui sont les mêmes. Et donc, au lieu de coopérer, de chercher en fait des intérêts partagés, des intérêts communs sur la base de ces nouvelles infrastructures, sur la base, certains disent, de ce nouveau régime de croissance, bah, en fait, on entre en compétition pour en préempter les bénéfices. Donc ce qui aurait pu être un facteur en fait, de convergence géopolitique a l'effet en quelque sorte inverse d'aggravation de la fragmentation géopolitique, parce qu'on se rend compte que tout en habitant tous et toutes sur une même planète qu'il nous faut bien partager, y compris
compris du côté du fardeau environnemental et climatique, eh bien, les confrontations de souveraineté reprennent aussi le dessus, y compris quand la question climatique devient absolument structurante pour l'industrie, pour l'État et pour les relations internationales. C'est un petit peu là que nous en sommes, malheureusement, aujourd'hui. Donc cette thèse de réalisme, elle s'oppose à une certaine histoire des idées. Donc je vais reprendre un peu cette histoire des idées puisque on est dans le cadre de ce cycle en partenariat avec la Fondation de l'écologie politique. Donc on peut peut-être un peu préciser votre rapport au corpus écologiste. Vous lui reprochez d'être une pensée de l'impuissance, incapable de penser les relations internationales. Et c'est là-dessus que je vais peut-être me faire un peu l'avocat du diable, parce que j'ai fait ma thèse, moi, sur les années 70 et cette pensée écologique, notamment cette figure d'André Gorz. Et donc, en effet, ces auteurs de la pensée écologique, notamment française, n'ont pas été à des positions de responsabilité politique. Ils ont plutôt vécu en opposant. Et donc, cette pensée de l'impuissance s'explique aussi sociologiquement par leur parcours dans l'espace social. Mais on pourrait dire quand même qu'ils ont exercé un certain pouvoir, pouvoir d'influence. Et plutôt que de penser de l'impuissance, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que l'histoire de cette écologie politique libertaire, c'est bien plutôt une pensée de l'anti-puissance ? Une pensée dans la lignée de Foucault qui critique, qui tente de désamorcer les dispositifs de pouvoir nationaux et internationaux et qui se bat aussi contre le côté militaire de son propre État, puisque en France, par exemple, contre le projet d'extension du camp militaire du Larzac dans les années 70, c'est là que les mobilisations du Larzac ont eu lieu, la Montagne d'Or en Guyane, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, les actions directes contre Fessenheim dans les années 70 par Françoise Daubonne, la mobilisation contre l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, bien sûr toutes les mobilisations contre le nucléaire depuis les années 70, les mobilisations contre l'A69. Peut-on vraiment dire qu'il n'y a pas de rapport de pouvoir du côté écologique et que l'écologie se confine à la paix? Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt dire que finalement cette écologie-là, elle a ciblé le pouvoir de l'État et qu'elle a tenté de désamorcer des dispositifs de pouvoir étatique? Alors, effectivement, ça c'est un sujet extrêmement important et qu'il ne faut pas aborder de manière trop caricaturale. Et pas seulement pour ne pas froisser des amis. Alors, une des caractéristiques importantes à la fois de la pensée et du mouvement environnemental, effectivement, classique, disons, hein, dans les années 60-70, est son antimilitarisme et son pacifisme. Le fondement théorique de cet antimilitarisme et de ce pacifisme, en fait, procède d'une prise de conscience, à mon sens, totalement lucide, du rapport structurel qui existe, encore une fois, entre le pouvoir, la souveraineté, l'État, et l'énergie, et la haute technologie, et donc ce qu'elles ont de dommageable au milieu naturel. Donc le constat, en fait, empirique, factuel, qui fonde la stratégie et la pensée antimilitariste et pacifiste verte, il est indéniable. C'était vrai. Enfin, je veux dire, c'est juste purement et simplement vrai. Et cet axiome, je le partage. C'est aussi celui que j'explique dans le livre, d'ailleurs. Bon, donc ça, aucun problème. L'autre dimension, et il est évidemment absolument nécessaire, qui existe dans la société et dans les conflits qui la traversent, des groupes sociaux dont la vocation est de limiter l'emprise qu'exercent les institutions militaires sur la société civile. Là aussi, je m'en reconnais comme l'héritier sans la moindre hésitation. L'autre aspect de cette histoire, c'est le lien, là aussi, sur un plan intellectuel et pratique qui est fait dans le mouvement environnemental, entre, en fait, les sciences, notamment les sciences du vivant, le fait que ces sciences nous aident à prendre conscience de notre appartenance planétaire, One Earth, One World, etc. Et que assez logiquement, si nous sommes en tant qu'espèce humaine tous copropriétaires ou cohabitants d'une seule planète, il n'y en a pas d'autre et elle est finie, alors nécessairement, il faut bien que nous trouvions un arrangement institutionnel, politique, pour que chacun ait sa place sur cette planète, toute finie soit-elle. Ça, c'est une très vieille idée qui remonte à Emmanuel Kant. Là aussi, très bien, le problème est que ça a engendré, de ce côté-là des choses,
une tendance dans le mouvement environnemental à penser que la science, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a qu'une seule vérité, il n'y a qu'une seule planète, il n'y a qu'une seule autorité qui vient, encore une fois, de la vérité, doit pouvoir avoir un effet d'entraînement sur une résolution consensuelle des enjeux environnementaux, écologiques et climatiques. Et ça, c'est une erreur. Mais c'est une erreur précisément pour la raison que les environnementalistes avaient eux-mêmes notée, c'est qu'il y a ce lien en fait axiomatique entre le pouvoir et l'énergie. Et c'est pour ça que je dis que le problème de la critique environnementaliste du pouvoir et derrière de l'État est une critique qui se condamne à l'impuissance, parce qu'en disant « il faut autre chose pour nous gouverner que des États, que de la souveraineté, que de la puissance », elle en devient, si ce n'est incapable, ou en tout cas il devient pour elle extrêmement difficile de se tenir en face des acteurs qui exercent le pouvoir, qui détiennent la souveraineté et qui mobilisent de l'énergie, pour leur dire il faut faire autrement, y compris au nom de la sécurité, par exemple. Et donc, à partir du moment où, donc, là, dans ce tournant des années 2020, et en particulier après 2022, il devient possible, pour des raisons technologiques, en fait, de faire fonctionner des infrastructures civiles sur une base non carbonée, de relâcher une partie de la pression qu'on exerce sur notre milieu naturel, et de le faire aussi au nom de la sécurité, aussi au nom de la défense peut-être de la démocratie, d'une société civile ouverte, libre, etc. etc. Alors, ce rapport entre énergie, sécurité, État, souveraineté, là, cette boule de problème, change de forme, change totalement de forme. Et nous pouvons peut-être, nous, et quand je dis nous cette fois en tant qu'environnementalistes ou écologistes ou personnes sensibles à la question climatique, nous réapproprier la question des impératifs géopolitiques et de la sécurité, la protection de la population, en disant nous pouvons le faire parce que nous sommes conscients à la fois des menaces géopolitiques et des menaces climatiques. Nous pouvons le faire parce qu'en promouvant les énergies renouvelables, en promouvant l'efficacité énergétique, en promouvant la sobriété, nous avons une idée sur la manière de limiter le pouvoir de certaines superpuissances totalement fondées sur le commerce des énergies fossiles, et en même temps, je suis désolé de le rappeler, de répondre aussi aux aspirations économiques de la classe moyenne, de la classe vulnérable, qui ne peut pas vivre sans que tournent à minima quand même ces infrastructures. Il faut bien produire des choses, il faut bien consommer des choses, il faut bien les faire vivre, toutes ces intermédiations matérielles. Donc là, il y avait une possibilité. Et là a été saisi d'une certaine manière, en 2022, beaucoup de leaders politiques verts ont tout à fait adopté ce langage de convergence entre impératifs stratégiques, démocratiques et climatiques. Ça n'a pas duré très longtemps pour une raison très simple, c'est que en fait, le coût social de cette transition fait un peu en catastrophe là dans les derniers mois. En fait, en réalité, ce coût social s'est reflété dans ce qu'on appelle aujourd'hui un peu partout le backlash anti-écologique. C'est-à-dire ça a fait naître des révoltes, quoi. Inflation, coût d'entrée de la pompe à chaleur, de la voiture électrique, de l'isolation des bâtiments. Bon, vous connaissez, je suppose, tout ça. Et donc, il est aujourd'hui beaucoup plus difficile de dire non, mais la transition, on le fait pour le climat, pour la sécurité, pour le modèle social. Parce qu'il y a plus grand monde qui y croit. Parce qu'on l'a commencé en catastrophe, et on en a vu les fardeaux sans en voir les bénéfices. Donc, encore une fois, c'est là que nous sommes aujourd'hui. Et je ne pense pas que ce soit une raison d'abandonner cette intériorisation des déterminants géopolitiques dans la construction de la stratégie politique écologiste. Au contraire, il faut persévérer sur cette voie, mais il faut aussi, je pense, éviter des pièges. Par exemple, je vous donne un exemple de piège. Les politiques européennes d'interdiction de l'importation de la déforestation, ou les politiques européennes de taxes carbone aux frontières. Vous voyez à peu près de quoi je parle. C'est-à-dire, on dit, nous, Européens, on est vertueux, on veut faire la transition, y compris via notre pouvoir d'achat sur nos fournisseurs étrangers. Donc, l'huile de palme cultivée sur les zones déforestées en Indonésie, on arrête. Le soja cultivé sur les zones déforestées au Brésil, on arrête.
les voitures électriques chinoises fabriquées dans des conditions écologiquement non satisfaisantes, on arrête, ou en tout cas on taxe, on surtaxe. Alors ok, l'intention est tout à fait louable. Le problème, c'est qu'en faisant ça, dans le cas de la Chine, c'est spécifique, mais restons-en au cas de l'Indonésie et du Brésil sur la question des forêts, ça crée en fait des clivages diplomatiques extrêmement graves, très très graves, avec ces pays qui ont très longtemps été des alliés, qui nous disent mais nous on a coupé nos forêts pour en fait approvisionner vos marchés, et maintenant vous nous dites que c'est plus possible. Oui, effectivement, il faut arrêter, c'est absolument évident qu'il faut arrêter. Le problème, c'est que ça a été fait de manière... Je parle tellement que j'épuise le matériel. Ça a été fait d'une manière qui n'a pas été préparée, d'un point de vue diplomatique, économique, institutionnel, qui n'a pas permis à ces pays, on peut dire, de se retourner, de chercher d'autres modèles de production, d'autres stratégies, d'autres partenariats. Et aujourd'hui, ces pays nous en veulent énormément. Ils nous en veulent énormément au point tel que, vous le verrez dans quelques mois, ils vont désormais refuser de nous fournir de l'oxygène gratuitement. Parce que c'est ce que fait le Brésil, c'est ce que fait l'Indonésie. Hein. L'oxygène qu'on respire en ce moment, il n'est pas fabriqué en Europe, hein, si on peut dire qu'il est fabriqué quelque part. Il est fabriqué ailleurs. Donc ça, aujourd'hui, le gouvernement brésilien, ça a été écrit dans des documents importants qui ont été préparés avec la Banque mondiale, avec le ministère de l'Environnement du Brésil. L'oxygène gratuit, c'est terminé. Et c'est en quelque sorte une mesure de rétorsion contre le revirement de l'Union européenne sur l'importation de marchandises issues de la déforestation. Donc là, vous voyez, on rentre dans de la géopolitique hardcore, quoi, hein, c'est-à-dire ce sont des conflits de puissance, ce sont des conflits de souveraineté. Moi, je pense que nous devons faire un effort extrêmement important pour que, en fait, les grands émergents, hein, là j'ai mentionné l'Indonésie, j'ai mentionné le Brésil, je pense qu'il faut mentionner aussi l'Inde, l'Afrique du Sud, le Mexique, enfin il y en a beaucoup. Ces pays-là, il faut que nous forgions avec eux des deals qui sont à la fois d'ordre économique, d'ordre climatique et d'ordre géopolitique. Parce que sans cela, bon, bah, d'abord, on va continuer à détruire la planète. Ensuite, nous allons nous aliéner de potentiels alliés, ce qui est quand même une erreur stratégique monumentale. Et ensuite, peut-être la raison principale, nous allons faire tomber ces pays dans les bras des États-Unis, par exemple, qui vont, la semaine prochaine, bon, en simplifiant un petit peu, redevenir une puissance adverse à la cause climatique, à supposer qu'ils n'aient jamais réellement été alignés hein, sur les questions climatiques. Et ça, c'est un risque monumental aussi. Donc, vous voyez, quand je dis ce livre, hein, Vers l'écologie de guerre, est une invitation à mes camarades écologistes de prendre au sérieux la géopolitique, ça veut dire tout ça. Ça veut dire continuons à regarder de manière lucide les zones de clivage hein, géopolitique qui structurent la politique mondiale aujourd'hui. Et une fois qu'on l'a fait, essayons de songer à des stratégies d'alliance, de construction de coalition qui peuvent servir, moi je pense, essentiellement les intérêts des grands émergents, tout en étant alignés sur l'intérêt universel de l'humanité, qui est la préservation de la planète. C'est très compliqué, j'en conviens, je n'ai pas de solution clé en main. Si je les avais, je vous les donnerais volontiers. C'est extrêmement compliqué, mais c'est un programme de travail. Et justement, pour préciser ce point, en fait, et ce sera ma dernière question, oui, ce sera ma dernière question avant de passer la parole au public. Finalement, comment le public du Lierre, donc un public de fonctionnaires à différents niveaux, aussi bien dans les hôpitaux que dans les écoles, dans les universités, que dans les différents ministères, qu'un public militant ou associatif aussi, peut-il se saisir de ces enjeux géopolitiques? Est-ce que ça veut dire que si on travaille au ministère de l'Agriculture, il faut intégrer cette dimension de rapport de force quand on va penser l'interdiction du soja et ce genre de choses? Comment on le décline en fait dans nos différents domaines d'action? Comment on fait en sorte que ces enjeux géopolitiques ne soient pas uniquement captés par les élites qui sont capables d'aller négocier au niveau international? Parce qu'en fait, c'est une toute petite partie de la population. Comment on fait de cette géopolitique un outil démocratique et accessible au plus grand nombre et là aux fonctionnaires dans le cas du public du Lierre? Non, c'est une excellente question. Je ne peux pas proposer mieux que quelques pistes. Alors, bon, la première, très simplement, d'ailleurs, je ne connais pas le bassin de recrutement du Lierre actuellement, mais la première réponse pourrait tout simplement être de dire, en fait, chercher à nouer des liens avec les
personne qui travaille au Quai d'Orsay, au ministère de la Défense, et d'une certaine manière à Bercy aussi sur les questions en fait, de relations commerciales, hein, de traités commerciaux, avec à l'esprit ces questions-là. C'est assez élémentaire, c'est le premier point. Il est fort probable que vous y ayez déjà pensé, mais au cas où, je le dis. L'autre chose, alors qui elle est complexe, moi il y a une chose qu'on me fait remonter dans les contacts que j'ai parfois dans l'appareil d'État, c'est que alors, le message suivant a été lancé dans l'état profond, si on peut dire. C'est la transition est un impératif stratégique de l'État. On l'entend tout le temps. Tout le monde le dit. Macron le dit à chaque fois. Là, il y a une dizaine de jours encore, dans le discours qu'il a tenu face aux ambassadeurs, il l'a répété. Bon, ok. Ça veut dire une chose très simple. Hein. Ça veut dire la transition, c'est quelque chose qui est en principe organiquement lié aux intérêts de l'État, à la préservation de la souveraineté nationale et communautaire. Et donc, par conséquence, c'est pas juste une question de choix individuel, de trucs comme ça, quoi, de petits gestes. Bon, ok. Et alors ça, les gros acteurs industriels l'ont très bien compris. Et c'est la raison pour laquelle les gros acteurs industriels, alors qu'il s'agisse des acteurs industriels, on peut dire, en principe alignés sur la transition, les gens qui font du verre, quoi. Hein. Et puis, les acteurs industriels pour qui c'est beaucoup plus compliqué, par exemple, ArcelorMittal, Dunkerque ou l'industrie automobile, eux, ils l'ont compris aussi parce qu'ayant besoin d'être dans les bonnes grâces de Bercy, ils disent bah, on veut votre aide, on veut votre soutien. Et comment ça se traduit très simplement, j'essaie de le dire de manière un peu diplomatique, c'est qu'en fait, de très puissants, c'est pas possible, très puissants intérêts industriels viennent auprès de l'État en disant donnez-nous de l'argent. Vous avez décidé qu'il fallait décarboner le pays, bah donc c'est à vous de payer, c'est pas à nous. Alors voilà, il y a plusieurs manières de le dire. La manière la plus virulente serait qu'il y a de l'extorsion, quoi. Et c'est évidemment, vous l'avez compris, une manière de faire reposer sur le contribuable le coût économique de la transition, indirectement. Le problème est que, dans certains cas, on assiste à ce genre de demande de la part de filières qui sont rentables. Donc de la part de filières dont on peut penser qu'elles n'ont pas besoin de subventions publiques. Et comme aujourd'hui, il y a une sorte de guerre mondiale de la subvention, hein. Les États-Unis subventionnent à mort le secteur du... Enfin, peut-être que dans 10 jours ce sera fini, mais bon, enfin même pas 10 jours, non, 5 jours ce sera fini. Mais pour l'instant, ils le font. Évidemment, la Chine le fait, mais bon, le font, c'est très compliqué, ils le font très intelligemment. Plein de régions du monde le font, donc on est un petit peu obligé de s'aligner, parce que c'est une question de coût de production, c'est une question de compétitivité, mais aussi, ça peut, on peut dire, donner lieu à des abus, quoi. Hein. Alors c'est peut-être ça le message, c'est peut-être ça le message aux gens qui travailleraient dans des institutions publiques qui sont touchées par ce genre de questions, d'être vigilants sur, on peut dire, la légitimité des demandes de soutien de l'État à ces filières-là. Ce sont des arbitrages compliqués, c'est des milliards, c'est même plutôt des dizaines de milliards. C'est évidemment rendu encore plus complexe dans un contexte de tension budgétaire que j'ai pas besoin de vous rappeler non plus. Voilà, mais ce serait peut-être ça un petit peu aussi un point de débat important, hein, qu'on peut avoir. Merci beaucoup pour votre intervention. On peut passer une phase de questions. On a une bonne demi-heure, donc n'hésitez pas. Et puis aussi à vous positionner en nous racontant qui vous êtes et comment vous pourriez intégrer ces enjeux géopolitiques dans votre pratique. On va essayer de faire des prises de parole paritaires si c'est possible. Oui, bonjour. J'ai une première question par rapport au fait que c'est important d'avoir beaucoup de pétrole, de gaz, de charbon pour la sécurité, parce que, il me semble que ça constitue qu'une part assez faible en fait des émissions de CO2.
Donc je pense que vous pourriez expliquer ça, parce que ça me pose question. Et après, vous dites qu'en fait, il y a l'opportunité peut-être d'arriver vers un monde non carboné en changeant les infrastructures. Voilà, mais bon, moi, ça fait longtemps en fait qu'il y a des plans de transition. Par exemple, Negawatt, ils bossent dessus depuis 2005, etc. Et moi, quand je regarde ces plans, moi, j'avoue que j'ai un certain scepticisme. J'y crois pas beaucoup, quoi. Donc voilà, en quoi quelque part, vous accordez du crédit à ça? Qu'est-ce qui vous fait accorder du crédit à ces plans à cette capacité en fait à changer les infrastructures? Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, on garde un petit peu toujours la même société, on fait croire qu'on va changer sans vraiment changer de société. Je voudrais savoir quel est votre point de vue là-dessus. Alors, il y a deux questions. Il y a la question de la part des armées dans les niveaux d'émissions mondiaux, et il y a le crédit ou le scepticisme qu'on peut attribuer au plan de transition. Alors, sur la première question, effectivement, j'ai plus le chiffre en tête exactement, mais les émissions directement dues aux activités militaires sont pas gigantesques. Par contre, ça c'est extrêmement bien expliqué dans un livre absolument génial d'une collègue d'Oxford qui s'appelle Netta Crawford, qui a écrit un livre sur, le titre exact m'échappe là, mais c'est Pentagon and Climate Change, c'est le rôle du Pentagone dans les politiques climatiques. En fait, c'est un des meilleurs livres écrits ces dernières années sur la question climatique, c'est fabuleux. Elle explique qu'en fait, même si les armées ne sont pas des gigantesques postes d'émission, dans l'histoire des techniques, et notamment des techniques militaires, en fait, un grand nombre de technologies fossiles sont au début des technologies militaires, sont mises en œuvre pour des raisons de sécurité. Et c'est pour ça que c'est typiquement le cas de la Seconde Guerre mondiale, hein, c'est pour ça que c'est très souvent en temps de guerre qu'il y a des accélérations vraiment importantes dans la mise au point de ces infrastructures fossiles. Par contre, donc c'est ce que je disais tout à l'heure en répondant à la première question, elles tournent à plein seulement en temps de paix, mais parce que ce sont des spin-offs civils de technologies initialement militaires, en quelque sorte. Hein. Un quai de débarquement massif pour du charbon, c'est d'abord une technologie militaire, qu'ensuite on emploie en temps de paix et qu'on fait tourner à plein régime. Donc vous voyez, c'est ça l'équivoque, c'est-à-dire que c'est pas les armées émettent, enfin elles émettent beaucoup trop bien évidemment, mais c'est beaucoup moins que, j'en sais rien, la flotte automobile de l'Union européenne par exemple. Mais néanmoins, il y a bien on peut dire un lien encore une fois structurel entre les institutions de défense et les émissions. La seconde partie de votre question, bon, est-ce qu'il faut croire ou pas au plan de transition ? Aujourd'hui, on est rentré dans un débat politique et intellectuel assez intéressant sur cette question-là. Le livre publié il y a quelques mois par Jean-Baptiste Fressoz a un petit peu changé les lignes du débat, donc c'est très intéressant. Alors, le discours simpliste de transition, effectivement, c'est ce qu'explique Jean-Baptiste, je pense qu'il a raison, ne fonctionne pas dans le sens où une pure et simple substitution de moteurs électriques par des moteurs techniques, par des moteurs électriques, ça ne suffit pas. Ok, il y a des inerties technologiques, etc. Là où mon constat diverge par rapport à ce qu'écrit Jean-Baptiste, c'est que la conclusion qu'il tire de sa propre étude historique, à mon avis, est, enfin, si je veux être rude, je dirais inexacte, et si je veux être plus diplomatique, je dirais partielle. C'est que, en fait, il déduit de son analyse historique le fait que la transition est impossible ou peu crédible. Moi, je pense que la raison pour laquelle nous sommes dans une situation d'addition des énergies et pas de substitution, c'est précisément pour une raison géopolitique, et pas du tout pour une raison technologique. Enfin, ou très secondairement pour une raison technologique. Pourquoi je dis ça ? Parce que aujourd'hui, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? On essaie de faire décliner l'industrie fossile et de faire accélérer l'émergence d'autres secteurs industriels qui incluent des technologies d'efficacité et de sobriété. Bon. Donc, on arrive assez bien, en fait, à faire décoller les secteurs industriels verts. On le voit un peu partout. Vous regardez le volume d'installation de PV, d'éolien, un petit peu partout dans le monde. C'est fabuleux. L'accélération est extraordinaire, sans commune mesure avec quelconque cas ou quelconque précédent historique de développement technologique. C'est historiquement inouï, inédit. Bon. Le problème, c'est que cette augmentation
pour l'instant, ne correspond pas avec une décroissance, enfin un ralentissement, un freinage du fossile. Donc c'est pour ça qu'on a une addition. Mais pourquoi le fossile ne freine pas? Très simplement, parce que c'est une garantie de sécurité pour la Chine, pour les États-Unis, pour l'Union européenne, pour la Russie, pour l'Inde. Le caractère protecteur, la garantie de croissance, on peut dire de limitation du conflit social qui est encore enclos dans les énergies fossiles, ça marche encore. Et donc tant que la génération technologique des renouvelables, plus efficacité, plus sobriété, n'est pas pleinement déployée dans son potentiel géopolitique et social, on garde, on peut dire, le petit matelas, voire en fait le gros matelas fossile. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une fatalité technologique à ce que les infrastructures fossiles consomment toujours plus d'énergie fossile. Ça, c'est pas vrai. Le GIEC le dit, l'IEA le dit, l'IRENA le dit, l'ADEME le dit, tout le monde le dit. Donc, le fait que les infrastructures renouvelables permettent de ne plus émettre de gaz à effet de serre, c'est vrai. Par contre, dans la conjoncture politique et essentiellement géopolitique dans laquelle on se trouve aujourd'hui, il est aussi vrai que personne n'arrive à se passer des infrastructures fossiles totalement. Ça va prendre trop de temps. On va overshoot, je ne sais pas combien, mais overshoot, ça c'est sûr. Donc c'est grave, c'est un problème. C'est pour ça que l'argument de Jean-Baptiste a quand même du sens. Néanmoins, le pessimisme technologique, à mon avis, est révolu. Le coût de production, l'efficacité énergétique, notamment dans le domaine du solaire, la qualité des matériaux qui permettent de faire de l'isolation, les grilles électriques, tout ça, ça marche très bien. Je ne rentre pas dans le débat sur le nucléaire, bon, c'est encore autre chose. On en parlera après si vous voulez. Ça marche. Ça permet de décarboner, ça permet, même au-delà des émissions de gaz à effet de serre, ça permet de relâcher la pression aussi sur les sols, sur les espaces, sur les forêts, etc. etc. Donc c'est pas que du carbone. Donc ça, c'est très important de ne pas décourager les gens, la société, les politiques sur ce dossier-là. Voilà. Donc vous voyez, hein, la transition, c'est possible, mais c'est plus un problème technologique. C'est un problème politique et géopolitique. Oui, bonjour, au fond de la salle. Donc pour le contexte, je travaille dans la prospective et notamment le lien entre la prospective et le climat. Et ma question porte sur le parallèle que vous avez fait avec les infrastructures de paix à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Je me demande comment, dans un monde aujourd'hui, on pourrait envisager de construire des infrastructures de paix qui soient bas carbone ou décarbonantes, alors que, contrairement à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, les acteurs les plus puissants, donc si on part d'un point de vue réaliste, les acteurs les plus puissants ne sont pas impliqués dans un projet de décarbonation aujourd'hui. Pardon, la fin de votre question, vous voulez bien répéter ? Oui, donc contrairement à la Deuxième Guerre mondiale où les pays gagnants de la guerre, notamment les États-Unis, étaient impliqués dans un projet et avaient vocation à construire des infrastructures de paix qui s'appuyaient sur le fossile. Ouais. Aujourd'hui, on est dans un contexte géopolitique où les pays qui ont le plus de puissance économique, donc mettons les États-Unis et la Chine, ne sont pas dans un contexte où ils poussent en ce moment des politiques de décarbonation. On pourrait dire que la Chine investit massivement dans ses propres infrastructures, mais ne sont pas dans une création d'infrastructures de paix à l'extérieur de leurs frontières. Alors, premier point, l'une des leçons les plus importantes que je tire de l'histoire que j'ai essayé de faire, c'est que la paix, ça n'est que secondairement une question diplomatique, une question de volonté, une question de langage. C'est d'abord une question matérielle. Des entités politiques, en l'occurrence des entités souveraines, stato-nationales, n'arrivent à domestiquer leur violence intrinsèque que dans la mesure où ce sont des choses
qui les relient à d'autres. Bon, le problème, c'est que, donc, ce que vous répétez, historiquement, ces choses polluent, détruisent la planète, donc il faut en trouver d'autres. Donc la première leçon, c'est, si on veut, bon là c'est mal parti, mais si on veut en fait restabiliser les relations internationales, ça passe essentiellement beaucoup par des choses. Maintenant, votre remarque dit, on ne peut pas dire aujourd'hui que les grandes puissances fassent l'effort de déployer ces infrastructures. Bah, écoutez, oui et non. C'est-à-dire que, alors, jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, les relations entre les États-Unis et la Chine, c'était, nous sommes d'accord pour dire que nous sommes rivaux d'un point de vue économique, mais nous sommes aussi d'accord pour dire que nous avons un intérêt partagé à faire des politiques climatiques. Bon, cette période-là est malheureusement un petit peu derrière nous. En tout cas, ce compromis-là est fragilisé, précisément parce que les États-Unis et la Chine essayent de garder pour eux les bénéfices des technologies soutenables. Donc là, on a un problème. Et l'Union européenne commet les mêmes erreurs. Hein. Je ne disculpe pas du tout l'Europe dans cette affaire. À la place de ça, donc l'autre, un peu de tendance de fond qu'on observe, c'est que chaque grande puissance essaie de constituer autour d'elle, avec elle, dans ces conditions juridiques notamment, hein, beaucoup des histoires de contrats, de partage de propriété intellectuelle, de brevets, etc. C'est beaucoup d'affaires comme ça quand on regarde dans le détail. Essaie de faire des grandes zones d'influence technologiques, typiquement les routes de la soie chinoises, hein, qui sont en même temps des chaînes d'approvisionnement en ressources critiques, des chaînes d'approvisionnement technologiques, industrielles, etc. Donc là, l'impression qu'on a, c'est qu'on se dirige vers une sorte de coexistence de grands silos néo-impériaux qui intègrent la question climatique parmi leurs coordonnées, mais qui ne l'intègrent pas suffisamment parce que ces technologies ne sont pas totalement matures, ne tournent pas à plein régime, parce qu'il y a toujours en fait l'influence géopolitique des pays producteurs de pétrole qui est très très bien organisée, qui dispense ses effets, y compris dans les COP, surtout dans les COP aujourd'hui, et que donc il est difficile de s'en passer, qu'il y a une amitié et une certaine convergence de vues entre Pékin et Moscou sur un certain nombre de choses liées à la volonté de limiter la puissance de l'Europe, la volonté de limiter la puissance des États-Unis, et que quand on entretient une alliance géopolitique avec Moscou, on ne peut pas tellement passer à côté de la puissance des énergies fossiles. Donc pour toutes ces raisons-là, on peut dire, je peux vous donner raison, hein, c'est-à-dire on ne voit pas totalement émerger en fait un alignement on peut dire de la puissance organisatrice des grandes puissances avec la question climatique. Mais par contre, je pense qu'il ne faut pas s'avouer vaincu. Je pense que, notamment, c'est la raison pour laquelle j'insistais tout à l'heure sur les liens entre l'Union européenne et les grands émergents. Là, il y a vraiment des cartes à jouer. Et j'irais même jusqu'à dire que la réélection de Trump et donc son arrivée à la Maison-Blanche dans quelques jours, en fait, est en quelque sorte, paradoxalement, une opportunité. C'est-à-dire qu'en fait, les États-Unis vont un petit peu s'isoler. Enfin, d'ailleurs, c'est le projet, hein, ça s'appelle de l'isolationnisme. Et vont créer des relations de défense. On le voit déjà avec le Mexique, avec certains pays d'Asie du Sud, les non-alignés, j'espère aussi l'Union européenne, qui vont se dire oui, il y a quelqu'un d'extrêmement dangereux pour le droit international, pour la planète, à la Maison-Blanche. Qu'est-ce qu'on fait pour limiter le pouvoir en fait de ces gens-là? Et là, encore une fois, la convergence entre les politiques climatiques et les politiques de sécurité et les intérêts géopolitiques est absolument déterminante. Quelle est la coalition internationale d'intérêts qui se constitue pour faire face à ça? Voilà. Donc là, il y a une opportunité qui s'ouvre. Comment dire? Je ne nourris pas d'espérance déraisonnable. J'indique, parce que je ne peux pas faire beaucoup plus, des possibilités.
Alors, merci tout d'abord pour la présentation. Donc, je m'appelle Alan, je travaille au Shift Project. J'avais une question par rapport aux propos que vous tenez et quand vous dites que finalement, si on renonce trop tôt aux fossiles, c'est un renoncement trop important pour la sécurité, pour la défense nationale. Est-ce que la clé finalement, c'est pas d'accélérer la décarbonation du milieu militaire ou industriel? Est-ce que finalement, faire en sorte que les intérêts climatiques, énergétiques et stratégiques soient pleinement intégrés par les garants de la sécurité et que donc ils ne comprennent par eux-mêmes que c'est dans leur intérêt que la décarbonation advienne? Oui, c'est astucieux comme suggestion. C'est-à-dire que si effectivement on admet ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les institutions militaires ont un effet d'entraînement sur l'innovation technologique et le fait que des technologies d'abord de niche ensuite deviennent plus généralisées, votre scénario est intéressant. Moi, j'ai pas d'accès particulier au ministère de la Défense et encore moins au Pentagone, donc je ne sais pas comment ces institutions-là recevraient votre proposition. Je vous suggère de le faire et pourquoi pas de créer, on peut dire, un lobby interne dans les institutions militaires pour ça. Bon, quel est le potentiel réaliste de ce scénario? Je ne saurais pas l'évaluer pleinement, mais aucune hypothèse ne peut m'être écartée. Je sais pas si ça marche. Ah oui, ça marche. Je voulais demander un peu par rapport à la géopolitique mondiale. Vous voyez vraiment que l'Europe va encore s'en sortir dans l'histoire? Parce que l'autre jour, il y a 2 jours, j'ai eu une conférence où on expliquait que l'Afrique serait en développement et qu'on n'aurait plus rien à faire de l'Europe dans 10 à 15 ans. Que quand on écoute l'Asie du Sud-Ouest, l'Asie du Sud-Est, là justement, l'Indonésie, tout ça, ils veulent monter de 1000 kWh par personne à 6000 d'abord. Et ça, ils ne le savent faire qu'avec le charbon à 5 cents le kilowattheure. Et en plus, ils sont inquiets de l'IA. Ils se disent que l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie en particulier, se dit que s'il y a de l'IA, si l'IA devient un facteur déterminant de productivité, ça va être 30% de plus en énergie. Donc aujourd'hui, on a tous ces pouvoirs qui sont en train de s'organiser. Et point de vue, par exemple, l'Asie du Sud-Est, ils savent très bien gérer la Chine. Ça fait 2000 ans qu'ils le font. Et ils sont un peu équilibre entre les États-Unis et la Chine. Ils voient du bien à la Chine et du bien aux États-Unis. Et ils essayent d'être entre les deux et gérer la Chine. Ils disent que ça fait 2000 ans qu'ils le font, ils sauront très bien le faire. Donc en fait, nous, en Europe, on est plutôt en train de partir dans une sorte de décroissance à terme, mais qui sera subie, en fait, parce qu'on n'aura plus d'énergie. Enfin, c'est un peu cette position de l'Europe que je vois descendre par rapport à tout le reste du monde qui va se développer. Ça va peut-être exploser à un moment parce qu'il n'y aura plus assez de ressources. Mais en fait, dans les prochains temps, ça risque plutôt d'être l'Europe qui décroît et tous les autres qui se développent. Alors, ce que vous dites, en fait, correspond à un état d'esprit largement partagé aujourd'hui en Europe, un esprit d'angoisse et de déclinisme. Et on peut comprendre les raisons qui peuvent amener à ce genre de conclusion. L'Europe n'est pas un leader des technologies de communication, des plateformes en ligne, de l'intelligence artificielle. Elle n'est même pas en fait un leader ni même un acteur véritablement significatif dans le domaine du solaire, de l'éolien ou des batteries. Bon, alors c'est vrai que si on dit des choses comme ça, on est très très mal barré. Et à cela, on peut ajouter le fait que nos partenaires américains sont tout à fait conscients de nos faiblesses. Et lorsqu'il y a quelques jours, Trump dit bah, « moi, en fait, si j'ai envie d'avoir le Groenland, je le prends », c'est pas spécialement... Enfin, c'est un outil de négociation. Il dit « en fait, vous, l'Union européenne, vous n'avez rien. Moi, j'ai ce dont vous avez besoin, donc toutes ces technologies-là. Donc, en fait, le fait que je les ai et que vous ne les ayez pas, ça me donne un outil de négociation sur des questions territoriales. » On verra ce qu'il fait, mais c'est bon, ça qui se produit. Bon, à ça, il faut quand même ajouter une chose qui est importante, c'est que en fait, l'économie là, de l'IA, des réseaux, etc., en fait, ça ne marche pas sans le marché européen. Le marché européen, c'est 500 millions de consommateurs, à peu près 500 millions de consommateurs, relativement aisés, qui ont du pouvoir d'achat. Et ça, c'est de la puissance.
Alors, je ne veux pas dire que la seule puissance de l'Europe, c'est qu'on a un peu de pognon et qu'on peut le dépenser dans des technologies qui viennent d'ailleurs. On a du capital humain, on a quand même de la tech, enfin, on a des usines, on a beaucoup de choses. Mais on a ça aussi. Donc en réalité, il y a une partie de bluff dans la situation présente. Hein. C'est-à-dire, quand Trump nous dit « vous êtes faible, je peux prendre ce que je veux chez vous », ce n'est pas tellement le cas. Parce que s'il suscite réellement une levée de bouclier chez le consommateur européen et au-delà, le consommateur mexicain, indien, etc., bah là, ça commence à être compliqué pour eux. Parce que le problème du protectionnisme, c'est que si vous voulez moins faire venir les marchandises des autres, bah en fait, ils vont vous dire, bah nous non plus, on va arrêter aussi de prendre vos marchandises. Donc là, c'est un souci structurel de l'économie politique mondialisée. Hein. Mais donc, vous voyez, ce déclinisme, en fait, je pense qu'il faut le mesurer. Il est vrai qu'en l'Union européenne n'a pas toutes les cartes en main en ce qui concerne la maîtrise de son destin, ça on peut le dire. Mais enfin, on a été très longtemps, historiquement, en fait, client. Je veux dire, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on produit quasiment pas de pétrole, plus de charbon depuis les années 60-70, du gaz un peu, mer du Nord, bon machin, voilà. Bon. Mais on est structurellement dépendant. Ça ne nous a pas particulièrement angoissés pendant tout ce temps-là. Okay, donc le fait d'être client, c'est pas, on va dire, un signe de défaite. Ça n'est un signe de défaite que dans un contexte de protectionnisme généralisé. Là, effectivement, on est emmerdé. Mais il y a une partie de poker. Donc, comme dans toutes les parties de poker, il faut exploiter les faiblesses de l'autre et pas tomber dans le bluff à chaque fois qu'il y en a un. Est-ce qu'il y a une question de la part d'une femme? Parce que j'ai vu beaucoup de... Merci. Je suis une femme, je pose la question. Je travaille au Conseil économique, social et environnemental. L'œuf et la poule. Votre discours, il m'a beaucoup perturbée parce que jusqu'à présent, pour moi, le capitalisme est à l'origine et devance la géopolitique. Quand on a un Trump qui annonce « vous, les membres de l'OTAN, il va falloir augmenter la part du PIB que vous consacrez à la défense à 5%, je n'y vois pas une question géopolitique, j'y vois une question d'intérêt économique. Et d'ailleurs, les grandes puissances aujourd'hui, sont-elles les États ou les multinationales? C'est-à-dire, vous répondez un peu à votre question, ou à votre remarque, en disant œuf ou la poule, parce que précisément, dans le débat sur l'œuf ou la poule, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de réponse. C'est ni l'œuf ni la poule, en fait. Donc, je pense que c'est un petit peu la même chose entre le capitalisme et la géopolitique. Il n'y en a pas un qui est, disons, structurellement premier par rapport à l'autre. Il y avait des rapports de puissance antérieurement à la genèse de l'économie politique capitaliste. Cette dernière a donné une forme nouvelle au rapport de puissance, essentiellement sous la forme des conflits impériaux. Donc aujourd'hui, on ne sort pas de cette relation structurelle entre le capital et la souveraineté. Ces deux histoires marchent main dans la main. Moi, je revendique beaucoup de Polanyi, qui a écrit un livre, La Grande Transformation, qui explique très bien ces rapports amalgamés, en fait, entre logique de puissance et logique de capital. Donc, voilà, en réalité, j'ai une position de neutralité, et la raison pour laquelle il m'a semblé nécessaire d'introduire dans le débat les coordonnées géopolitiques, c'est tout simplement en fait un effet de contexte. C'est-à-dire que si, dans le débat sur le climat, tout le monde avait toujours dit depuis 40 ans c'est la géopolitique et pas le capitalisme, peut-être que j'aurais écrit un bouquin pour dire l'inverse. Vous voyez, c'est toujours un peu un jeu de position. Mais arrivant dans un contexte où en fait les arguments, les analyses et les propositions du côté, bon, disons, hein, de la gauche pro-climat, quoi, gravitent essentiellement autour d'un débat sur le capitalisme, il m'a semblé utile de en fait, rééquilibrer un peu le débat en prenant au sérieux d'autres coordonnées du problème. Voilà. Bonsoir. J'ai une question qui revient sur les questions de déforestation. Pour faire simple, j'ai représenté notre État et donc l'Union européenne auprès du gouvernement indonésien sur ces questions. Donc le règlement européen sur la déforestation importée est effectivement plein de défauts, hein, qu'on connaît bien, beaucoup de gens ont écrit dessus.
Néanmoins, il a aussi de grandes vertus. Alors l'Indonésie, entre autres, l'a présenté comme du néocolonialisme parce qu'il a été sûrement très mal amené, très mal communiqué. Néanmoins, on va dire jusqu'à août dernier ou jusqu'à octobre dernier, puisqu'il y a un nouveau président en Indonésie, il y avait eu des avancées considérables qui ont permis notamment un ralentissement de la déforestation. Les chiffres, non pas du gouvernement indonésien, mais des scientifiques français, permettraient de démontrer que ces 2 dernières années, ces chiffres, malheureusement, recommencent à s'inverser. Et donc ce règlement, de mon point de vue, il apporte néanmoins une inspiration pour un certain nombre d'actions en Indonésie et ailleurs. Je ne me permets pas de parler du Brésil, que je connais moins. Est-ce que, puisque encore une fois vos critiques sont légitimes, mais peut-être un petit peu discutables, parce que comme je le disais dans le monde, on a besoin d'exemples et je trouve que ce règlement avec ses imperfections est une belle inspiration. Quelles sont vos préconisations sur les questions de déforestation? Non, c'est difficile, mais bon, puisque aujourd'hui on est là pour réfléchir ensemble, quelles sont vos préconisations tant à la lumière de l'histoire, du point de vue, je vais le dire de manière plus cynique, des intérêts français, et du point de vue des incohérences qu'on observe dans notre monde politique, où, et là je parle d'un point de vue diplomatique, de quelqu'un qui a représenté notre pays, je trouve qu'il est parfois compliqué de défendre les intérêts européens ou français, notamment en termes de déforestation importée, quand on n'est pas capable de défendre l'OFB en France. Voilà ma question. Merci beaucoup pour votre intervention et votre commentaire. Merci d'apporter des éléments ça, plus concrets, plus précis dans la discussion que moi je ne suis pas capable de donner. Un premier point qui me semble important, c'est que en fait, quand un pays issu de la décolonisation dit ce que vous faites c'est de la colonisation, bah, c'est que ça en est en fait. Vous voyez, en fait, c'est pas la peine de discuter. C'est pas à nous de dire ce qui est de la colonisation ou pas. Il n'y a qu'eux qui peuvent le savoir. Donc, premier point. Et la remarque vaut pour le Brésil également. Hein. Il y a eu un moment d'échange très tendu entre Macron et Bolsonaro lui disant vos trucs c'est de la colonisation, néo-impérialisme. Bon, bah, c'est que ça en est. Voilà, point final. Ok. Maintenant, il est normal que nous apprenions de nos erreurs, donc ok, fort bien. Alors peut-être que, mais ça, je ne fais que relayer des choses qui ont été proposées par d'autres. Hein. Peut-être qu'une manière de justement d'éviter cet effet vertical là et punitif en fait des réglementations commerciales, est d'avoir en fait un rapport plus transactionnel à ces choses-là. C'est-à-dire si nous vous prenons quelque chose, c'est-à-dire nous vous empêchons de faire quelque chose, bah alors on va donner autre chose en échange. Par exemple, ouvrir les portes, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, sur les questions de propriété intellectuelle, de brevets, transfert technologique. Dire, bon, bah, on va arrêter d'acheter l'huile de palme, enfin, il y a peut-être d'autres cas en jeu, hein, mais par exemple, on va vous donner accès à des technologies qui vont vous permettre de remonter dans la chaîne de valeur. Par exemple, sur l'Indonésie, je sais qu'il y a, c'est le nickel, hein, c'est ça? Beaucoup de nickel. On va vous aider en fait à implanter des usines qui vont vous permettre de bénéficier en fait de la valeur ajoutée par le travail dans des usines de conversion, fabrication de composants électroniques, plutôt que d'être encore une périphérie extractive de l'économie du monde, ce que vous avez été depuis des lustres. Même chose hein, pour le Brésil, je crois qu'il y a aujourd'hui des partenariats en gestation. Alors, vous allez me dire que c'est problématique autour des biocarburants, autour donc, des enjeux agricoles, mais aussi technologiques. Il y a beaucoup d'usines de voitures qui sont en train d'être construites au Brésil en ce moment. Donc là, je pense qu'il faut aussi avoir ce rapport transactionnel et vraiment, surtout impérativement, arrêter de traiter ces pays-là comme des périphéries extractives. Ça, c'est un deal qui sont aujourd'hui en mesure de ne plus accepter. Ça change totalement l'histoire de nos relations avec ces pays. Et je crois que c'est bon, en fait, pour le climat. Parce que le fait d'avoir accès à des ressources cheap, en fait, hein, dans ces périphéries-là, a joué un rôle structurant dans les crises environnementales et climatiques. Et donc, le frein qui est posé hein, sur un plan là, diplomatique, commercial, géopolitique,
En réalité, c'est une bonne chose. Je sais que c'est la stratégie du ministre brésilien des Finances, Fernando Haddad. Je sais que c'est la stratégie de la ministre de l'Environnement, mince, son nom m'échappe, mais vous allez me le dire. Pardon? Marina Silva, c'est ça? Ouais. Je sais que c'est la stratégie du directeur de la Banque mondiale. Je sais que c'est aussi des choses qu'ont en tête les gens à l'AFD, par exemple, et dans d'autres banques de développement. Voilà. Bon, après, voilà, encore une fois, hein, le Brésil, l'AFD, la Banque mondiale, ça ne change pas tout. Mais quand même, on a des appuis. Est-ce qu'il y a une dernière question d'une femme pour alterner, pardon? Non. Sinon, il est 28. Est-ce qu'il y a une dernière question irrésistible avant de conclure? Oui. Ah bah alors, dernière question. Oui, c'est un peu plus anecdotique, mais ça veut dire quoi quand le Brésil dit l'oxygène ne sera plus gratuit? Ça va se matérialiser par quoi? Oui, oui, j'explique, vous avez raison. En fait, il y a eu, j'oublie la date, mais il y a 10-15 ans, un projet lancé par le gouvernement de l'Équateur qui consistait à l'idée suivante. En Équateur, il y a beaucoup de pétrole, et ce pétrole se trouvait situé dans des zones de forêt habitées par des communautés amérindiennes. Et le gouvernement équatorien à ce moment-là s'appelle le projet Yasuni, hein, c'est le nom du parc où se trouvent ces ressources. Le gouvernement équatorien dit: nous proposons à la communauté internationale de ne pas exploiter ces ressources, mais comme ça nous coûte de l'argent, hein, et que nous on est un pays pauvre, on a besoin de financer des écoles, des hôpitaux, la sécu, etc., nous vous proposons, vous les pays riches, de nous donner de l'argent en échange, parce que lorsqu'on n'exploite pas ce pétrole-là, en fait, on continue on garde la forêt sur pied, et comme vous le savez, la forêt, à travers la photosynthèse, etc., hein, fournit l'oxygène que nous respirons. En fait, on échange une chose non marchande contre de l'argent. Et donc, on fait d'une pierre deux coups, hein, c'est bon pour la planète, et c'est bon pour nos finances publiques. Okay. À cette proposition, tout le monde a répondu en rigolant et en disant: jamais de la vie, si vous voulez de l'argent, il faut produire des choses et nous les vendre. Et donc, alors l'affaire est un peu compliquée, mais enfin, une partie des champs pétroliers équatoriens ont été mis en exploitation. Là, la question revient dans le débat. Elle revient dans le débat alors, pour la raison que j'indiquais, c'est-à-dire que ces pays-là, détenteurs de gigantesques stocks de carbone, mais aussi de ressources pétrolières potentielles, en ont marre d'être périphérisés, en ont marre d'être pris en étau entre prospérité et climat, et disent maintenant, il y a un deal très simple qui est possible, c'est paiement en échange de services écosystémiques, biodiversité, entretien du stock de carbone, etc. Et si vous ne le faites, vous savez, comme dans les westerns, hein, chacun a le pistolet sur la tempe de l'autre, et si vous ne le faites pas, bah, c'est très simple, nous on coupe la forêt. Et ce sera au détriment de tout le monde. Voilà. Et donc, ils ont le fusil sur notre tempe et ils peuvent très bien tirer. C'est exactement ce que fait l'Inde aussi quand elle dit: mais si vous voulez qu'on arrête de consommer autant de charbon, faites du transfert technologique, de l'aide pour qu'on arrête. Donc, c'est de la rétorsion, c'est de la menace, mais il n'y a que comme ça que les choses avancent. Donc, moi, je soutiens totalement l'initiative du Brésil dans cette direction-là, sans la moindre équivoque. Et l'autre facteur, c'est que il y a eu des découvertes de gisements pétroliers offshore absolument monumentaux sur les côtes du Guyana, qui est un des petits pays coincés entre le Brésil et le Venezuela, à côté de la Guyane française. Et c'est la même chose. Le président de la Guyana, qui est un type formidable, un économiste extrêmement lettré, quand on lui dit « camarade, vous êtes irresponsable si vous mettez en exploitation ces champs pétroliers », il dit « ah bon ? On est irresponsable ? Ok, les émissions historiques du Guyana, c'est rien du tout. Guyana, c'est couvert de forêt. Donc, notre bilan carbone, il est au top. Le vôtre, il est pourri. Donc, venez pas nous dire, à nous, Guyana, qu'on ne peut pas produire et exporter du pétrole,
Parce que ce qu'on fait, d'abord, c'est ce que vous avez fait historiquement. Et en plus, d'ici à ce que nous soyons en fait, dans le rouge en termes de bilan carbone, va se passer au moins 40 ou 50 ans. Donc, OK, vous ne voulez pas qu'on mette ces champs pétroliers en exploitation, bah, payez. Donc, on peut dire, c'est des techniques de brigands, c'est du rançonnage, etc. Bah ouais, mais enfin, la géopolitique, c'est du rançonnage. Hein. Enfin, ça s'appelle des rapports de pouvoir, tout simplement. Donc, même chose. Moi, honnêtement, j'irais même jusqu'à vous dire, je défends le droit de ces pays-là à exploiter leurs ressources pétrolières tant qu'une solution géopolitique, technologique, alternative ne leur sera pas proposée. C'est comme ça que les choses vont se passer. Donc voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu plus en détail ces questions-là, qui, je pense, vont jouer un rôle déterminant dans la suite des relations diplomatiques et commerciales entre l'Union européenne et notamment le Brésil. Pas seulement, hein, vous avez eu Équateur, Pérou, etc., etc. Et puis même chose en Afrique tropicale, même chose en Indonésie, Malaisie. Ces questions vont jouer un rôle important pendant la COP30 qui aura lieu à Belém au Brésil, mois de, je ne sais pas les dates exactes, mais enfin à la fin de l'année. 10 ans après la signature de l'accord de Paris, hein, c'est très symbolique, une nouvelle ère des relations géopolitico-diplomatico-climatiques va probablement s'ouvrir sur la base de ce type de négociation. Et il faudra que l'Union européenne se tienne prête à répondre favorablement à ces demandes, me semble-t-il. Merci beaucoup, Pierre Charbonnier, pour cette conférence et toutes vos réponses. Merci à vous, le public, et puis d'être resté si longtemps debout. Bravo. Pour conclure sur quelques éléments autour du Lierre, si vous voulez venir à la prochaine conférence en mars avec Dominique Méda, si vous voulez retrouver tous nos travaux sur le site internet du Lierre, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a des groupes locaux sur tout le territoire français et par-delà. Il y a aussi des groupes locaux à Bruxelles, à Washington. Donc n'hésitez pas à regarder. Le Lierre publie un guide RH pour la transition écologique, comment on peut changer nos pratiques RH au sein de la fonction publique. Il y a une note aussi qui a été publiée sur ces enjeux de diplomatie environnementale et il y a eu une précédente conférence à l'Académie du Climat il y a quelques mois sur ce sujet. Vous retrouvez cette conférence de ce soir et la conférence antérieure sur la diplomatie environnementale sur la chaîne YouTube de l'Académie du Climat. Si vous allez sur YouTube et vous tapez Le Lierre, vous retrouverez les différentes conférences. Et cette conférence aussi ce soir a été enregistrée, donc n'hésitez pas à la faire partager à vos collègues du Quai d'Orsay, mais à quiconque peut être intéressé. Voilà, merci pour votre attention. Si vous souhaitez continuer ces échanges, vous pouvez aller à la buvette en dessous qui est ouverte et qui offre de quoi manger et boire un verre. Voilà. Bonne soirée. Merci.